Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de cette série Microsoft en AWS. Donc je vais démarrer tout de suite avec l'agenda de la session du jour. Donc on va démarrer avec un premier tour de table, on va se présenter. Je vous dirai quelques mots sur D2SI, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Puis je passerai la main à Christopher qui vous parlera de Microsoft en AWS avec quelques chiffres clés et une présentation de quelques outils qui peuvent vous aider à tourner vos workloads Microsoft sur Amazon. Ensuite, je vous présenterai cette série de 4 webinaires. Donc pourquoi on a choisi de découper ces webinaires en 4 épisodes, qu'est-ce qu'on va y faire. Et puis on partira sur la première démo technique qui sera commentée en live par Romain. Et puis, on déroulera notre première brique de déploiement d'une infrastructure complète Microsoft sur AWS. N'hésitez pas à poser des questions pendant ce webinaire. On n'y répondra pas en live directement. Par contre, on prendra un temps d'échange à la fin de cette session pour essayer de répondre à un maximum de questions. Et les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, on vous fera un retour par mail avec l'ensemble de questions et nos réponses dans les 2 jours suivant ce webinaire. Donc, qui nous sommes? Je laisse la main à Christopher. Donc bonjour, je m'appelle Christopher Pliger, je suis spécialiste Microsoft chez AWS, avec la barbe en plus, voilà. Je suis Romain Frémiot, donc Business Developer Manager chez D2SI sur la partie migration et sécurité. Donc j'ai été auparavant, pendant pas mal d'années, consultant, notamment sur toute la partie automatisation des workloads Microsoft, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un regard un petit peu technique sur la construction de nos offres commerciales pour accompagner nos clients sur la migration vers AWS. Bonjour à tous, donc je suis Romain Gros, consultant, cloud consultant chez D2SI depuis maintenant plusieurs années et également aussi formateur officiel AWS. Ok, merci Christopher et Romain. Donc rapidement, je vais vous dire quelques mots sur D2SI. Donc D2SI, qui nous sommes une société de conseil spécialisée sur Amazon, spécialisée sur AWS. Donc on s'est construit autour des métiers de l'automatisation des process, l'automatisation technique des différents workloads. Et puis on a pris, je dirais rapidement, enfin dès 2013, un virage vers le cloud public. On a identifié ça comme une plateforme idéale pour nos clients et pour nous pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc on a commencé à accompagner des clients stratégiques pour nous comme Veolia, qui avait une stratégie de all-in sur AWS et qu'on accompagne aujourd'hui encore sur la finalisation de cette roadmap. Pour faire ça, on s'est transformé nous-mêmes en interne à travers un centre de recherche qu'on a créé en 2015 qui s'appelle IceLab. Donc IceLab, en fait, c'est notre incubateur interne qui nous a permis de nous transformer nous et qui nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clients d'un point de vue technique, mais d'un point de vue aussi organisationnel et aussi sur la partie montée en compétences. Donc on va à la fois construire des centres d'expertise chez nos clients pour faciliter les migrations, mais aussi on va les accompagner en construisant des school academy pour permettre à la fois aux sachants IT de monter en compétences, mais aussi aux métiers de s'adapter à ces nouvelles méthodes de travail. Et puis en 2017, D2SI a rejoint le groupe Devoteam, ce qui nous permet aujourd'hui d'atteindre un marché plus grand et puis d'intervenir chez d'autant plus de clients. Donc aujourd'hui, D2SI, nous sommes basés principalement à Paris, à Lyon, à Toulouse et puis dans le Grand Ouest avec Rennes et Nantes. Donc on est partenaire AWS. Aujourd'hui, nous avons la compétence DevOps et Big Data. Nous avons la compétence migration et sécurité qui sont en cours d'obtention. Donc on est partenaire premier. On a environ 160 consultants pour un peu plus de 330 certifications. Donc on est vraiment focalisé sur AWS et on a une forte expertise et une expérience assez intéressante sur ce cloud provider. Donc je vais passer la main à Christopher qui va vous parler un petit peu de Microsoft sur AWS. Merci Romain.
Donc cette session s'intitule les fondations et donc je voulais commencer un peu par les fondations, sur les raisons pourquoi bah, il faut considérer migrer sur AWS, quels sont les bénéfices, pourquoi les clients le font. Et donc je commence par une petite étude IDC qui illustre bien ce point, parce qu'il montre que les clients qui migrent leur workload, leur Windows Server, leur SQL Server et les applications qui tournent dessus vers AWS ont un ROI de 442% sur 5 ans. Donc il y a forcément une grosse réduction de coûts sur la durée, non seulement à cause des prix que vous pouvez avoir sur le cloud, mais également l'optimisation que vous allez avoir, l'agilité en plus que vous allez avoir en opérant dans un modèle pure cloud. Voilà, vous avez également une réduction de downtime assez massive de 98%. Donc c'est un autre bénéfice forcément de l'adoption du cloud pour vos workloads Microsoft. Et donc voilà une étude indépendante qui vous montre un petit peu déjà pourquoi nos clients font ce choix-là. Alors pourquoi AWS spécifiquement? Plusieurs statistiques pour vous donner un petit peu de background quand même sur notre expérience. Ça fait 12 ans maintenant que nous offrons des services pour les workloads Microsoft, de l'EC2, donc de la VM pour du Windows Server et des services SQL Server. Nous avons également des services pour Active Directory, par exemple, et des serveurs de fichiers. Si ça vous intéresse plus en profondeur, forcément, nous avons les autres webinaires dans cette série également pour deep dive sur SQL et AD. Nous avons également le plus de régions et de zones de disponibilité dans le monde pour justement atteindre cette fiabilité qu'on vous promet. La sécurité, forcément, qui est le plus important pour nous. Notre premier facteur de succès, c'est la confiance de nos clients, et donc la sécurité, elle est primordiale. Et notre deuxième priorité pour nos clients, c'est de réduire les coûts de manière constante. Et donc, depuis notre création, on a réduit les coûts de notre plateforme de plus de 80 fois. Donc, c'est un peu pour vous donner une idée de pourquoi choisir AWS. Ensuite, spécifiquement pour tout ce qui est Windows Server et SQL Server, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait 12 ans qu'on est sur ces services-là, qu'on propose des options. On a un écosystème partenaire aussi très puissant et qui savent travailler sur ces solutions-là, dont D2SI est un exemple parfait. Et voici quelques exemples du coup de services qu'on a lancés pour Windows Server. Et donc vous voyez, notre support dans le temps a été voilà, très, très important parce que nous savons que c'est important pour nos clients et nous avons plein de services comme par exemple AWS License Manager qui vous permet de gérer vos licences directement dans le cloud, qui ne sont pas disponibles sur d'autres clouds aujourd'hui. Pareil pour SQL, donc pas mal d'innovations autour de SQL également. Et si vous êtes développeur ou vous avez des développeurs chez vous qui font du .NET, nous avons aussi beaucoup d'options pour aider les développeurs et pour intégrer leur code à nos services de conteneurs et serverless. Voilà. Dernièrement, pourquoi AWS? Si la slide veut bien changer. Hop. Donc nous avons, avec notre expérience, délivré des migrations Windows Server pour beaucoup de clients. Et comme nous le faisons depuis 12 ans, nous avons beaucoup d'expérience et ça se reflète aussi dans notre base de clients Windows Server sur AWS maintenant, qui est le plus gros. Voilà, parmi les fournisseurs cloud dans le monde, nous avons plus de 50% des machines Windows Server dans le cloud qui tournent chez nous et jusqu'à 2 fois plus que notre concurrent le plus proche, voilà, d'après IDC. C'est un peu pour vous donner quand même une idée de la présence d'AWS dans ce marché-là et notre expérience pour vous accompagner là-dessus. Je pense que le point le plus important dans notre différenciation, c'est notre downtime. Nous avons jusqu'à 7 fois moins de downtime que notre compétiteur le plus proche. Et ça vient tout simplement, de notre expérience. Encore une fois, on existe depuis 2006 sur ce marché-là. Et deux, ça vient aussi de notre architecture unique avec ce qu'on appelle les Availability Zones, ce qui nous permet d'offrir plusieurs data centers avec des accès électriques et réseaux indépendants dans une même région et donc de vous fournir une fiabilité et une redondance
de pointe qu'aucun autre fournisseur ne peut offrir dans le plus de régions dans le monde aussi par rapport aux autres fournisseurs. Donc voilà, plein de raisons pour lesquelles ça fait sens de mettre vos machines Windows Server SQL sur AWS. Et donc si c'est une question que vous vous posez, sachez que vous pouvez bien sûr nous contacter au D2SI pour explorer ces options avec vous. Voici 3 exemples clients qui ont fait cette migration, donc Infor, Cisco et Edwards. Ce que vous allez pouvoir lire là-dedans, c'est que 1, il y a forcément des réductions de coûts qu'ils ont tous vues, et 2, des gains en performance, tout simplement parce que dans AWS, vous avez toujours accès à la dernière machine avec la dernière génération de GPU et de CPU, et également parce que vous avez du coup le choix d'upgrader ces machines à n'importe quel moment vers des machines plus puissantes. Donc beaucoup de nos clients qui ont migré ont pu bénéficier de ces nouvelles générations de GPU et de CPU pour tout simplement accélérer leur workload. Et Cisco dit aussi dans cet exemple-là que la migration même a été facile, que les équipes AWS et le partenaire les ont accompagnés et que c'était quelque chose de smooth. Et donc, c'est également un bon exemple de ce qu'on essaie d'atteindre nous en tant qu'organisation pour nos clients. On veut réduire au maximum la friction pour votre adoption cloud. Et donc, avec des D2SI, nous avons également des offres autour de la formation et autour d'un Cloud Excellence Center et ce genre de choses pour accélérer votre adoption cloud et le faire de manière transparente pour vous. Hop, passe la slide. La slide ne veut pas passer. Voilà, c'est bon. Et donc, pour en venir un petit peu à ce qu'on appelle la Customer Journey, donc dans l'adoption cloud, ce qui est très important, c'est de comprendre que tout le monde commence quelque part et que les clients qui sont sur AWS depuis un certain temps, ils vont adopter de plus en plus de fonctionnalités, de plus en plus d'adoption aussi des pratiques du cloud. Et donc, je vais un peu vous montrer comment vous, si vous avez beaucoup de technologies Microsoft, vous pouvez également adopter le cloud d'abord avec une migration tout simplement vers AWS et ensuite quelques outils et quelques choix de modernisation également vers des services natifs AWS. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez déjà un parc de Windows Server chez vous et de SQL, vous avez forcément des licences. Sachez que sur AWS, vous avez 2 choix. Un, vous pouvez apporter vos licences vers AWS. Donc, selon le logiciel, selon les règles, selon si vous avez la software assurance, il y a des règles qui diffèrent. Donc, je vous conseille fortement de rentrer en contact avec nous ou avec des D2SI pour explorer un petit peu cette option-là. Mais sachez que peu importe votre situation, il y a des options pour amener vos licences sur AWS, ce qui peut forcément vous aider aussi dans ces transitions. Et deuxièmement, nous avons des licences qui sont incluses directement sur la plateforme que vous pouvez acheter et que vous allez payer à l'usage. Donc l'avantage là, c'est que c'est un usage pure cloud où vous allez pouvoir arrêter une machine, arrêter de payer la licence quand vous le souhaitez et démarrer une nouvelle machine quand vous le souhaitez. La deuxième chose à savoir quand vous migrez sur AWS, c'est que nous avons un modèle de responsabilité partagée. Donc vous, en tant que client, vous allez vous occuper de votre application, de vos données et de l'administration de vos machines. Et nous, AWS, nous allons nous concentrer sur le hardware, la maintenance, le réseau, la sécurité et tous les services que nous mettons à votre disposition. Maintenant, vous avez des choix pour changer un petit peu cet équilibre-là. Donc, soit vous prenez un service comme EC2 pour héberger vos Windows Server, EC2 qui vous permet tout simplement d'avoir des machines virtuelles, on va dire classiques, donc avec tous les avantages du cloud, mais vous avez la main sur l'OS, vous avez la main sur ce qui est installé dessus et sur la maintenance. Mais vous avez également des services qui sont des managed services, comme RDS for SQL, Managed Active Directory et FSX for Windows, qui sont des services complètement managés. Vous n'avez pas forcément la main sur l'OS et sur l'installation. On vous offre tout simplement, on vous donne une base qui est prête à l'emploi, on vous donne un Active Directory qui est prêt à l'emploi, qui sont redondés activement, qui ont des backups préconfigurés, et donc vous n'avez pas besoin de vous occuper de quoi que ce soit, vous payez un prix mensuel, et vous avez ces services-là pour votre usage. Et pareil pour FSX, qui est un service de file server pour Windows avec du SMB.
Donc voilà, on donne la flexibilité sur combien de contrôle vous voulez avoir versus combien de simplicité cloud. La chose qui est importante à savoir, c'est que quand vous faites un matching, une étude de migration, et vous comparez exactement les machines que vous avez chez vous contre des machines similaires dans le cloud, AWS va, dans certains cas, être plus cher. Cependant, ce n'est pas la démarche que nous prenons nous. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le cloud vous offre justement la fonctionnalité et la flexibilité de pouvoir customiser exactement la machine à vos besoins. Et donc, ce qu'on va plutôt faire quand vous faites une migration, c'est étudier l'usage précis des machines et matcher ça avec des machines qui sont vraiment matchées à 100% à l'usage de votre machine en termes d'usage du CPU et de RAM et ce genre de choses. Et donc, en moyenne, on voit que une migration sur AWS de Windows Server et de SQL réduit les coûts de 36% en termes de juste coût matériel. Et après, nous avons aussi des démarches d'optimisation de licences, puisque quand vous migrez, il y a certaines licences et certaines machines que vous n'avez plus besoin d'avoir sur AWS, qui peut aussi réduire votre facture côté Oracle ou Microsoft, par exemple. Donc pareil, c'est une démarche. Contactez-nous si vous voulez en savoir un petit peu plus des DSI ou AWS et on peut vous aider là-dessus. Dernièrement, la fin de support de Windows Server et SQL Server 2008, c'est un problème auquel beaucoup de nos clients sont confrontés. Certains sur le marché vont vous proposer des options d'extension de support qui peuvent être intéressantes pour vous, forcément, ça vous aide. Cependant, ça reporte le problème à 3 ans. Donc nous, à AWS, on a créé un programme qui s'appelle EMP, qui est un programme de gestion de fin de support, où nous proposons en fait un logiciel qui vous permet de créer un package, un conteneur de compatibilité autour de votre application qui tourne aujourd'hui sur 2008, qui va intercepter les API calls de Windows comment dire, qui va gérer certains runtime un peu legacy et qui va pouvoir les offrir, mais sur un serveur 2012, 2016 ou 2019 pour rendre cette application compatible avec ces serveurs-là et donc la rendre sécurisée. Pareil, si c'est votre cas, si ça vous intéresse, sachez qu'Amazon propose des options. D2SI est formé aussi sur cette solution-là et on peut tous les deux vous accompagner pour explorer ces options-là. Donc voilà un petit peu les options de migration et un overview très rapide des options et des choix quand vous migrez sur AWS. Mais il y a aussi la partie de la modernisation. Voici 4 exemples et 4 scénarios que nos clients, voilà, qu'on voit beaucoup chez nos clients. Premièrement, si vous avez beaucoup de .NET, on voit 2 chemins qui sont clairs. Déjà, il y a une modernisation vers .NET Core qui est voilà, intéressante puisque .NET Core est open source et permet justement de runner sur beaucoup plus de choses, dont par exemple le serveur chez nous sur AWS Lambda, ce qui vous permet de créer des architectures très très modernes. Deuxièmement, nous avons forcément des conteneurs pour Windows ou des conteneurs Linux qui tourneront très bien aussi votre code .NET Core. Donc Ancestry et ZocDoc ont fait ces choix-là et c'est un petit peu le chemin long terme qu'on voit chez nos clients qui ont investi sur la plateforme avec du Windows Server. Pour la partie SQL, 2 choix également sont disponibles. La première est une modernisation vers Linux, sachant que SQL Server est maintenant disponible pour Linux, ce qui vous permet de réduire quand même votre pack de licence, ce qui vous permet de aussi vous livrer un petit peu de Microsoft. Et deuxièmement, forcément une migration vers nos bases de données natives, Aurora, qui tourne sur MySQL ou Postgre, et qui sont complètement natives au cloud avec tous les avantages qui vont avec. Donc Grubhub et Decisive ont fait ces choix également. Donc sachez que si vous investissez sur une migration sur AWS, il y a des chemins aussi pour moderniser par la suite, ce qui est forcément important pour vous, puisque c'est vos applications critiques pour votre entreprise qui tournent là-dessus. Et si vous êtes développeur .NET, nous avons forcément aussi des outils du support spécifiques pour vous. Voilà, du support pour .NET Core, comme j'ai déjà dit, et PowerShell, un development kit pour .NET spécifique, des outils de CI/CD aussi intégrés pour vous, et des images prêtes à l'emploi sur EC2 pour optimiser pour du .NET Core. Merci Christopher. Donc voilà un petit peu l'introduction. Et je laisse la main à Romain qui va vous parler un petit peu de ce qu'on va essayer d'atteindre
dans cette série avec vous. Merci Christopher. Donc du coup, moi je vais vous présenter un petit peu cette série de webinaires. Donc on a découpé ça en 4 épisodes. Donc l'objectif ici, c'est d'essayer de déployer une infrastructure complète Microsoft from scratch en 4 parties. Donc voilà, ici le schéma d'architecture global qu'on va essayer d'obtenir, enfin qu'on va obtenir à la fin de ces 4 épisodes. Donc on va déployer toutes les briques, à la fois les fondations Amazon, la partie réseau, VPC, subnet, public, privé, et puis on va déployer 4 stacks. Donc une première stack de packaging qui va nous permettre de déployer nos packages applicatifs et infrastructures. Nous, on va déployer dans une deuxième stack nos services d'annuaire. On a choisi de déployer un Active Directory. Ensuite, dans le 3e épisode, on s'attaquera à la partie base de données avec un déploiement d'un cluster SQL. Et puis, dans le dernier épisode, nous déploierons pour la partie applicative une ferme Citrix. Voilà, nous avons choisi de déployer toute une ferme d'applications Citrix pour la partie application. Donc aujourd'hui, D2SI a développé une expertise au niveau des migrations Windows. Ça fait quelques années qu'on automatise pas mal des workloads Microsoft avant même de partir sur le cloud. Et aujourd'hui, on a une practice WinOps qu'on a développée avec un savoir-faire assez pointu qui s'articule autour de différents outils. Donc, on va parler de Packer, de Chocolaté, de PowerShell, et puis pour provisionner cette infrastructure, on va utiliser du Terraform. Donc globalement, qu'est-ce que ce sont tous ces outils? Et ben, tout simplement, pour la partie Packer, c'est un outil open source qui va nous permettre de construire des images serveurs. Donc là, vous voyez, il y a un petit extrait de code. Donc basiquement, en fait, vous allez avoir du code qui décrit le contenu de votre image, l'ensemble des scripts d'installation des packages que vous voulez pour votre master, en quelque sorte. Et puis Packer va tout simplement démarrer une instance sur Amazon, installer toute la configuration que vous aurez décrit dans votre code, éteindre cette instance et en faire une image que vous allez pouvoir redéployer X fois avec vos scripts d'automatisation. Ensuite, on va utiliser du Chocolaté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Chocolaté, c'est un gestionnaire de package pour Windows. Pour les Linuxiens, on pourrait dire que c'est un équivalent de Yum, mais sur Windows. Et ça fonctionne avec du PowerShell. Donc c'est très standard. N'importe quel ingénieur qui travaille sur Windows peut prendre en main cet outil assez facilement. À partir du moment où vous êtes capable d'installer votre application avec du PowerShell, vous allez pouvoir créer un package Chocolaté et le redéployer de manière automatisée et gérer les montées de version. Ensuite, pour provisionner notre infrastructure, on va utiliser du Terraform. Donc Terraform, c'est un outil d'infrastructure as code. Ce qui est intéressant, c'est que Terraform est un outil qui permet de provisionner des ressources sur la majorité des services des cloud providers, et pas seulement cloud d'ailleurs. Donc nous, on l'utilise beaucoup chez D2SI. Maintenant, vous pouvez aussi bien utiliser le service managé d'AWS qui s'appelle CloudFormation. Donc Terraform en fait vous permet de décrire votre infrastructure à travers des fichiers de configuration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déployer avec un seul fichier l'ensemble de votre data center. Alors bien sûr, c'est plus intéressant de découper ce fichier en plusieurs stacks, en plusieurs familles de composants pour éviter les mauvaises manipulations. Et à travers cette configuration, ce qu'il faut voir, c'est que vous allez pouvoir déployer à la fois des composants bas niveau, donc des instances, du stockage, mais aussi des composants un petit peu plus high level, comme par exemple des entrées DNS. Et puis, vous allez pouvoir versionner votre infrastructure. Puisque c'est du code, vous allez l'héberger sur un GitLab interne. Vous allez pouvoir versionner les montées de version de vos différents composants d'infrastructure et sécuriser un petit peu ce qui est déployé sur AWS. Parce que ce qui est déployé sur AWS correspondra à ce que vous avez
dans vos fichiers de configuration. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Au-delà de gagner du temps de déploiement, vous allez vraiment sécuriser les ressources et mieux les gérer en fait les ressources que vous avez déployées sur AWS. Donc, dans cette première démo technique, donc là, ici, je vous remets le schéma de ce qu'on va essayer d'obtenir, de ce qu'on va obtenir plutôt à la fin des 4 épisodes, avec la stack complète. Nous, on va se focuser dans cet épisode sur, d'une part, les déploiements des fondations avec Terraform. Donc, on va créer toute la partie réseau sur AWS, sachant que là, on part vraiment depuis un compte où il n'y a aucune ressource déployée. Donc, on va déployer dans un premier temps le VPC, les subnets, la partie gateway, route table. Ensuite, on va créer un bucket S3 sur le service S3 d'AWS. Donc, S3, c'est vraiment le service de stockage historique d'Amazon. On va se servir de ce bucket pour stocker nos packages applicatifs. Et puis, on va créer des instances EC2. Donc, un serveur de JS, un serveur Nugget qui va nous servir à manager nos packages chocolatés et un serveur de rebond AWS. Et dans un deuxième temps de la démo, nous créerons une AMI personnalisée avec Packer, avec tous les outils à l'intérieur que nous allons avoir besoin pour pouvoir avoir une image Windows qu'on va pouvoir redéployer par la suite à travers les différents épisodes. Donc voilà, je vous remets le schéma d'architecture de l'épisode d'aujourd'hui, donc avec la partie Amazon, VPC, toute la partie network, les différents subnets, et puis la première stack de packaging avec la partie nuggets. Eh bien, place à la démonstration. Je vais laisser la main à Romain qui va vous présenter cette démo technique et la commenter en live. Merci Romain. Alors, pour information, on a réalisé une vidéo en fait de cette démonstration. Le son n'est pas inclus dans la vidéo, donc je vais commenter directement en live en fait la vidéo en question qui va être diffusée. Pour quelles raisons? C'est plus pour des raisons de timing. En temps normal, la démo dure à peu près 35 à 40 minutes avec vraiment le test final à la fin. Donc pour des raisons d'optimisation, je vous expliquerai à quel moment justement on a des temps d'attente effectivement sur certains setups. On a décidé effectivement de passer dans un mode vidéo où ces temps d'attente sont écourtés pour pouvoir rentrer effectivement dans le timing tout simplement du webinaire. Donc on va, comme l'a dit Romain, donc passons à cette démo. Donc on est effectivement sur un mode au niveau de ce démo-là où on va partir d'une console donc AWS qui est effectivement néante de toute configuration, donc que ça soit VPC, instance EC2, rôle IAM également, parce qu'on verra qu'on aura effectivement la nécessité d'en créer. Côté S3, on a tout de même un petit bucket S3 pour les TF state, parce que comme on va jouer du Terraform, on va décider de stocker les états à l'intérieur. Et on a également le paramètre store qui est vide, puisqu'on aura des paramètres qui vont venir s'inscrire directement dedans. On a donc toute une stack qui est constituée. Donc je vais tout de suite démarrer en fait la stack de manière à ce que lors du build, après, je puisse prendre le temps de vous expliquer effectivement les différents composants de la stack qu'on est en train qu'on va déployer à l'heure actuelle. Donc on passe sur les traditionnelles commandes Terraform init pour l'initialisation. Juste après, on va passer donc sur une commande Terraform apply directement. Je ne passe volontairement pas par le plan dans la mesure où le plan implicite est réalisé dans la commande apply. J'aurai juste à confirmer effectivement le déroulé la confirmation de donner la confirmation en fait de déployer en fait toute cette stack tout simplement. On va le voir, il y a beaucoup de composants qui vont être créés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout autant de ressources pures AWS, c'est qu'en fait, on a une très très grosse partie d'upload en fait, de binaires dans le bucket S3 qui sera créé, où on a plusieurs dizaines de composants, chaque composant représentant effectivement une ressource à proprement parler, en fait, Terraform, au sens même de déploiement. C'est d'ailleurs ce qu'on voit maintenant tout de suite, tous les fichiers zip en fait qui vont être uploadés directement au niveau du bucket S3. Je reviendrai un petit peu justement par la suite sur la nécessité d'avoir tous ces binaires dans ce bucket S3, tout simplement. On a donc 76 ressources qui doivent être ajoutées, donc on va simplement confirmer voilà, pour exécuter le lancement donc, de la stack en question. Pendant que la stack est en train de s'exécuter, on va regarder un petit peu donc, les différents fichiers qu'on a au niveau des fichiers Terraform, à proprement parler.
Donc le premier, le plus important, c'est le fichier de variables. Le fichier de variables va concentrer en fait toutes les variables nécessaires au build qui va être déroulé. On retrouve la variable telle que la région. On a deux variables application environnement qui nous sont nécessaires pour le nommage en fait de tout ce qu'on va déployer. On va avoir donc la variable CIDR pour le CIDR du VPC qui va être créé, tout ce qui est nécessaire au calcul des subnets. On va retrouver une AMI qui est mentionnée ici pour le build du 2IS Nugget. À noter une chose, l'AMI c'est une AMI honnée à Amazon qui est présente en fait directement au niveau du marketplace. Et pour l'instance 2IS Nugget aussi qu'on va déployer, on va décider aussi de fixer l'adresse IP. Donc on va mentionner une adresse IP privée en fait au sein du subnet dans lequel elle est déployée. On a donc trois fichiers TF qui vont nous permettre de venir déposer l'aspect VPC subnet. On a ensuite trois fichiers qui vont nous permettre de créer le bucket S3, de le synchroniser, c'est là où on fait l'upload de tous les binaires, et on va ensuite créer aussi un rôle IAM qui nous permettra justement ce rôle IAM sera un rôle EC2 qui pourra permettre l'accès à différentes EC2 d'accéder à ce bucket S3. Et en dernier, bien évidemment, on vient lancer les builds des instances, donc 2IS Nugget. On va également réaliser le build d'un rebond qui nous permettra en fait d'accéder tout simplement dans l'infrastructure qui sera mise en place. Un composant important, le TF state, on va décider de ce build, l'état du build en fait va être stocké dans une clé dans un bucket S3 TF state. Ce bucket S3, c'est celui qui était au préalable créé en fait au niveau S3, permettant ainsi le stockage des états de la plateforme qui va être buildée. Pour les outputs, ce sont les rendus, en fait, les outputs qu'on va avoir côté Terraform sur tout ce qui va être effectivement buildé. Chose importante, on a décidé aussi d'externaliser à travers des paramètres, côté Parameter Store sur System Manager d'AWS, certaines informations en vue justement de pouvoir procéder à l'étape 2, c'est-à-dire la création du packer, dans un mode vraiment pleinement automatisé. On viendra en fait chercher les informations dans ce Parameter Store pour pouvoir lancer le packer. Là, on arrive à la fin du build où la dernière étape, on a donc la création de l'instance de ZS Nugget, donc qui est en train d'être créée, et le rendu en fait Terraform qui nous présente donc tous les outputs. Petite chose particulière, on a une key pair qui a été créée par import directement dans la stack Terraform. Donc à noter que moi de mon côté, j'ai la clé privée effectivement me permettant potentiellement de matcher avec cette key pair là. Et on retrouve aussi les différentes informations telles que les subnet ID, les security group ID qui ont été créés, le VPC ID, les adresses IP aussi, à la fois du rebond pour côté public et privé de ZS Nugget qui a été déployé, tout simplement. Si on regarde un petit peu donc ce que ça nous donne au niveau console, donc côté VPC, on a effectivement donc un VPC avec tous ses composants qui a été créé. Côté instance EC2, on va avoir donc deux instances, le rebond et le 2IS Nugget, ici en cours d'initialisation. On reviendra un petit peu après dessus. Côté IAM, on a un rôle EC2 donc, qui a été créé donc, pour le packaging. Ce rôle est doté d'une policy spécifique IAM qui permet ni plus ni moins l'accès en fait au bucket S3. Donc, ce qui permet d'avoir effectivement pour toutes les instances EC2 qui en seraient dotées, la possibilité d'accéder en fait à tout ce qui serait stocké au niveau justement de ce bucket S3, qui renferme en fait ni plus ni moins les binaires en fait des packages chocolatés potentiellement qu'on viendrait stocker directement côté AWS. Côté Parameter Store, un petit refresh va me montrer effectivement 6 composants, enfin 6 paramètres plutôt, enfin 5 qui ont été inscrits, qui correspondent à la région, le VPC ID, Security Group ID pour pouvoir réaliser effectivement du packer, le nom aussi du profil d'instance qui a été créé. Côté 2IS Nugget, si on regarde effectivement au niveau du user data, on a décidé d'appliquer un user data spécifique pour pouvoir permettre un setup donc réalisé au premier lancement de l'instance en question. Donc on va regarder un petit peu plus en détail justement ce user data pour voir quelles sont les actions qui sont réalisées à l'intérieur. Donc au niveau de ce user data, on a plusieurs étapes à l'intérieur. La première est la lecture et la récupération en fait d'un fichier zip présent dans le bucket S3 en question. On est sur un data de zsnugget.zip. Ce point zip a été uploadé en fait lors du déroulement de la stack Terraform et effectivement il est bien présent donc, dans mon bucket S3 pour récupération lors du setup user data.
Une fois qu'on a récupéré ce fichier zip, on a un dézippage qui s'effectue dans le fichier zip, on a un dézippage qui s'effectue dans le fichier ctemp de la machine Windows et on a l'exécution d'un CMD. Ce CMD va nous permettre en fait d'installer la couche 2IS, donc les rôles nécessaires, ainsi que le dépôt des binaires spécifiques au repository 2IS avec les packages NuGet, tout simplement. À la fin du build, on vient inscrire un tag sur l'instance 2IS NuGet, un tag qui aura une clé 2IS ready avec une valeur à 1, ce qui nous permettra, nous, justement, d'avoir effectivement la bonne connaissance de la fin du setup qui a été réalisé. Si je regarde à l'heure actuelle, je vois qu'effectivement, le tag en question n'est pas disponible. Donc, on doit attendre effectivement ce tag-là. La chose que je vais faire en attendant, c'est de me connecter en fait au rebond, d'accéder au rebond en question, pour pouvoir permettre justement de tester derrière mon 2IS NuGet une fois qu'il sera déployé et de pouvoir constater effectivement la disponibilité du serveur 2IS en question. Donc on va réaliser la connexion au niveau du bastion, donc toujours pas de tag 2IS NuGet. À noter une chose, le setup sur le 2IS NuGet prend à peu près entre 10 et 11 minutes. Voilà, ce qui au temps de la vidéo qu'on a ici est raccourci à peu près à 7-8 minutes pour éviter justement un temps d'attente trop conséquent au niveau de la vidéo, tout simplement. Donc là, on va se connecter sur le bastion et juste attendre derrière. Voilà, après le lancement du RDP. On va juste attendre en fait le tag sur l'instance 2IS NuGet, donc pour valider le setup, pour confirmer la complétion en fait du setup 2IS NuGet, et envisager dans ces cas-là de passer sur la deuxième étape, qui est effectivement la génération de l'AMI via Packer, tout simplement. Voilà. Donc là, on est bien connecté sur le bastion, qui nous servira pour les tests. Et on va... Est-ce que tu peux passer la vidéo en plein écran, Romain, s'il te plaît? C'est mieux? Merci, ouais. Voilà, donc là on n'a toujours pas de tag 2IS NuGet, donc on accélère légèrement le processus. Voilà, si je viens faire un refresh au bout d'un certain moment, j'obtiens effectivement donc un tag 2IS ready à la valeur 1, donc, qui me permet effectivement de savoir que moi mon 2IS NuGet a bien été setupé correctement au niveau du user data. Le petit test qu'on va faire, c'est qu'on va browser en fait tout simplement l'adresse IP privée du 2IS NuGet en question, et on obtient cette interface qui nous présente effectivement le repository NuGet qui est en place donc au niveau de notre infrastructure. Donc c'est une couche importante au niveau des fondations, puisque derrière tous les setups qu'on réalisera dans les épisodes suivants seront basés sur des packages en fait chocolatés qu'on va déployer, ni plus ni moins. Tous les builds suivants et également la création de notre AMI. Donc on va lancer maintenant. Donc pour pouvoir lancer notre AMI Packer, on va d'abord récupérer donc les paramètres côté Parameter Store, et ensuite on aura donc la commande Packer avec différentes variables qu'on va un petit peu regarder par la suite. Je vais lancer tout de suite voilà, la création du Packer, et puis on va prendre un petit peu de temps pour pouvoir justement expliquer un petit peu donc tout ce qu'il y a au niveau Packer, et comment est-ce que nous on crée justement les AMI spécifiques Windows au niveau avec Packer. Donc là, on a une récupération donc, des paramètres côté SSM qui vont nous permettre, qui sont injectés en tant que variable dans la commande Packer générale. Donc là, comme l'avait dit Romain, Packer vient en fait lancer une instance EC2. Cette instance EC2 donc là est en cours d'initialisation, donc on va devoir attendre effectivement sa disponibilité. Alors, à noter une petite chose, elle va être lancée dans un mode public, puisque moi je lance mon Packer depuis mon poste et j'ai besoin d'accéder à cette machine-là à travers du WinRM pour pouvoir appliquer le provisionneur. On peut tout aussi bien envisager d'avoir cette instance-là qui serait dans un subnet privé et le déclenchement du Packer depuis un serveur qui serait présent dans l'infrastructure d'un point de vue purement privé côté AWS, tout simplement. Donc si je reviens au niveau du Packer, là on me dit que effectivement la machine est bien disponible et j'attends une connexion côté WinRM pour processer. Qu'est-ce qu'on va processer dedans? Donc on a effectivement au niveau des builders côté Packer, côté provisionneur plutôt, des scripts PS1,
donc qui sont juste à côté de l'exécution du packer que je viens de lancer, et qui vont être effectivement joués directement au niveau de l'instance en question, donc pour une préparation justement de l'instance en vue de la création de l'image. Donc on va avoir un chocolaté install.ps1 et derrière on aura un baseconfig.ps1 aussi. On ira voir un petit peu après justement les scripts, ce qui nous permettent de faire. La première, par la suite, on viendra justement définir certaines variables d'environnement spécifiques à la machine Windows, telles que Cloud Store, Cloud Repository, le type d'environnement pour lequel on est en train de builder. Et on aura effectivement une préparation derrière aussi, via un fichier de sysprep pour la préparation à la création de l'image AMI en fait côté Windows. C'est quelque chose qu'on a besoin en fait côté Windows, pas forcément côté Linux, effectivement d'avoir un sysprep, un process sysprep pour pouvoir préparer à l'imaging. On a un dernier script qui sera joué, un clean and bundle, qui va en fait nettoyer la machine de tout ce qui est fichiers temporaires, event log, etc., pour que l'image effectivement soit considérée comme propre quand elle sera reprovisionnée en fait côté AWS depuis l'AMI directement. Au niveau des variables qu'on injecte, il y a certaines variables qu'on a passées directement dans la commande packer, il y en a d'autres qu'on a décidé ici de mettre en dur, qu'on aurait pu tout aussi bien passer directement dans la commande packer. On retrouve l'adresse IP privée de notre 2IS Nugget, notre S3 par exemple, qui contient aussi les binaires de packaging, donc ils vont nous permettre de venir justement installer en fait les packages chocolatés avec récupération des binaires sur le S3. Là, si je regarde donc au niveau du process packer, donc il a fallu que j'ai eu un temps d'attente pour la connexion WinRM. Donc là, on me confirme qu'effectivement, j'ai bien une connexion WinRM qui a été ouverte donc, sur la machine. Et on va pouvoir, à partir de ce moment-là, jouer justement le côté provisionneur packer directement donc, sur l'instance qui est en train de tourner. Donc là, je vais juste agrandir la fenêtre pour vous montrer donc le premier. Le premier, on va réaliser l'installation de l'agent chocolaté. L'agent chocolaté qu'on va embarquer dans notre image va contenir en tant que source l'adresse IP privée de notre repo justement 2IS Nugget qui a été au préalable installé. Et une fois que cet agent sera installé, on va s'en servir pour pouvoir installer d'autres packages chocolatés durant le process du packer. Si je vais au niveau des scripts, on a le second script qui va être joué après qui s'appelle le baseconfig. Plus les autres scripts pour la suite du packer. Donc là, on a le chocolaté install qui est en train d'être processé. Et par la suite, on va avoir le baseconfig. Ce que je vais retrouver en fait au niveau du baseconfig, et c'est ce qu'on va voir après, je vais tout simplement installer des packages chocolatés présents, donc qui sont installés, enfin qui sont disponibles depuis mon repository de 2IS Nugget et dont les binaires sont potentiellement directement hébergés côté S3. La commande qu'on voit ici, laisser ims-y, c'est l'alias de la commande en fait chocolaté install qui va nous permettre en fait tout simplement d'installer les différents packages dans la phase de packer, tout simplement. Donc là, si je prends effectivement côté PowerShell, le process de mon packer, je vais retrouver, donc là on voit qu'on a du box starter, le box starter est en train d'être installé avec le cInst-y box starter qu'on a dans le baseconfig. À la fin de mon box starter, je vais tout simplement passer donc sur les autres composants que je décide d'installer à travers mon packer. Donc là, on a effectivement le cInst Active Directory PowerShell, qui est une Windows feature en fait qu'on est en train d'installer, puisqu'on a une source Windows feature spécifique. Donc on ne vient pas créer un package spécifique pour ça, on demande juste l'installation d'une feature de type Windows. On va avoir la mise à jour de l'engine pour les mises à jour Windows au niveau du Windows Server. Donc là, on voit le processing du cInst-y PS Windows Update. Derrière, on va avoir trois packages, GetCloud Binaries, WriteLog et GetXMLSecrets, qui sont des packages créés donc côté D2SI, donc vraiment côté ingénierie D2SI, qui vont nous permettre en fait tout simplement de pouvoir processer la bonne récupération des binaires sur tout autre package qu'on viendrait déployer en fait côté chocolaté. Le WriteLog est ce qui nous permet en fait de pouvoir processer l'écriture des fichiers de log lors des installs et de l'installation des packages chocolatés au niveau d'une instance. Et le GetXMLSecret, il a vocation à aller chercher au niveau, on rentrera un peu plus en détail dans l'épisode 2,
Mais le getXML secret est un package qui nous permet de récupérer les crédentials ou des variables qui vont être nécessaires en fait au déploiement de packages chocolatés. Donc on est un peu différent du GetCloud Binaries, mais dans l'idée c'est qu'on a effectivement tous les composants qui vont nous permettre d'aller chercher donc des informations variables ou binaires directement sur le S3 qui a été créé bien évidemment au préalable. Voilà. Si on prend là l'exemple du WriteLog, donc il est hébergé au niveau du bucket S3. Ce qu'on va regarder, c'est justement la notion de regarder un petit peu côté bucket S3. Donc on a une structure qui est clairement définie à l'avance, qui nous permet de stocker tous les packages et un traitement récupéré pour une récupération en fonction effectivement des besoins qu'on va avoir. Donc là, on retrouve par exemple les différents binaires propres aux deux packages qu'on a installés, donc getXML secret et getCloud Binaries par exemple. On va retrouver d'autres packages dans l'approche Microsoft, avec notamment le WriteLog. Et si je vais effectivement au bout, je retrouve le WriteLog.zip qui contient les différents exécutables ou les différents binaires que je décide à ce moment-là de traiter avec du PowerShell dans le paquet chocolaté pour une installation, tout simplement. On va arriver donc au bout du provisioning. Donc à la fin du provisioning, on a un restart de la machine qui est nécessaire pour une prise en compte justement de l'installation qui vient d'être réalisée. À noter que la phase de packer pourrait aussi être modifiée pour ajouter tout type de package que vous auriez besoin, s'ils sont bien évidemment créés au préalable avec une installation de type chocolaté qui est disponible. On aurait très bien pu installer d'autres composants applicatifs si c'est nécessaire pour d'autres workloads et avoir des images spécifiques, tout simplement. Donc après le redémarrage de la machine, on va avoir la phase de sysprep qui va s'opérer dessus. Donc on récupère un fichier unattend.xml qui est préparé un petit peu en fait pour les besoins particuliers justement de préparation au sysprep. Et on exécute un clean bundle script PS1 qu'on a qui va nous permettre en fait tout simplement de préparer la machine au sysprep. Donc côté console, pour le moment, je n'ai pas d'AMI. Mon packer est toujours en process. L'idée, c'est que là, on est en train d'arriver à la fin en fait de la phase de packer, où on a, après la phase de sysprep, l'arrêt de la machine, comme l'avait souligné Romain, donc qui va se faire, et la création de notre AMI, côté packer, pour potentiellement un redéploiement ultérieur d'une AMI de base, qui sera effectivement, qui répondra un petit peu aux standards dont on a besoin pour les prochains builds qu'on vous présentera dans les prochains épisodes, tout simplement. Donc c'est vraiment, on est vraiment très très proche du Windows. Tout ce qu'on a utilisé pour la notion de packer sont des scripts chocolatés. Romain l'avait dit, derrière les scripts chocolatés, ce n'est que du PowerShell. Et globalement, on envisage d'exécuter derrière du binaire dans un mode silent pour envisager les setups. Là, on a donc l'arrêt de notre instance packer qui est en cours. Une fois que cette instance va être arrêtée, on va avoir voilà, la création donc de l'AMI qui va s'opérer donc côté AWS. Donc si je vais dans la console et que je vais voir côté AMI, on a effectivement donc notre instance stoppée et une AMI qui est en cours de création dans un mode effectivement donc pending à l'heure actuelle. Ça prend quelques dizaines de secondes le temps effectivement de créer cette AMI en fait au niveau AWS. Donc là, on a dans l'AMI name qu'on vient de voir, on a effectivement le nom de l'AMI qui nous est donné avec un timestamp en fait qui a été ajouté à la fin, qu'on retrouve ici à la fin des indications du packer, ce qui nous permet potentiellement à tout moment de pouvoir rejouer le packer et d'avoir un AMI name en fait qui va être systématiquement unique parce qu'on met en fait, on vient glisser le timestamp dans le nom de l'AMI qu'on vient de builder. Le nom de l'AMI qu'on voit, 2019 production Microsoft Standard Golden Workgroup, définit aussi le type d'AMI qu'on est en train de builder. Lors du prochain épisode, on abordera un autre type d'AMI aussi qu'on buildera, qui sera elle spécifique domaine, donc qui sera une AMI qui nous permettra de réaliser des images Windows en fait, qui viendraient se joiner automatiquement lors du premier boot de la machine dans un domaine Windows AD, bien évidemment, qu'on aura créé au préalable. Donc ça sera on abordera plus en détail en fait au niveau de l'épisode 2. Voilà. Après, on peut très bien envisager d'avoir aussi des schémas d'AMI spécifiques, par exemple pour du Citrix ou pour des stacks applicatifs particulières qu'on pourrait retrouver à partir du moment où effectivement on est capable de déployer à travers Chocolaté
ou même du script pur PowerShell, des setups particuliers. Notre AMI a été créé. Une fois que notre AMI a été créé, on a donc l'extinction de notre instance Packer, qui a été effectivement terminée au niveau donc, AWS. Donc la finalité, c'est qu'on vient de compléter l'étape 2, où on a effectivement donc déposé notre couche d'infrastructure, les fondations en elles-mêmes, avec ce 2IS Nugget, le bucket S3 et tous les binaires, et on a créé notre AMI, donc qui nous permet d'avoir directement en fait une AMI. On va tester tout de suite d'ailleurs. On va décider de faire un launch pour vous montrer un petit peu le résultat qu'on a justement sur cette AMI qui a été générée. Donc je vais la lancer dans un subnet privé au niveau du de ce qui a été buildé au préalable. Voilà, donc on va la mettre subnet privé 1. Chose importante, on doit lui mettre le rôle spécifique pour l'accès au bucket S3 si on envisage de déployer des packages chocolatés sur cette machine-là. Étant donné que j'envisage de le faire dans le cadre de la démonstration ici, je me dois d'avoir effectivement ce rôle en question. On utilise la même keeper qui a été créée lors de la stack Terraform et on lance donc l'instance en question. Donc on a lancé une instance, on va juste attendre un tout petit peu donc le temps que l'instance soit disponible et depuis le rebond en fait ce qu'on va réaliser c'est une connexion donc sur l'instance. On va récupérer donc l'adresse IP privée, le mot de passe de l'instance en question. Voilà, juste le petit temps. Voilà. Donc on récupère le mot de passe. Et une fois donc on a récupéré ces informations-là, on va retourner donc sur le bastion et on va se connecter directement donc sur l'instance qu'on vient de lancer. Et on va voir le résultat au niveau justement chocolaté et tout ce qui a été fait d'un point de vue build côté Packer. Voilà. Voilà. Donc là, je me connecte sur l'instance. Donc pour le moment, on est sur une AMI, ce qu'on considère comme étant workgroup, aucune affiliation de domaine, pas de rattachement à un domaine Active Directory ou quoi que ce soit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on récupère le mot de passe directement dans la console. Une fois que je suis donc sur cette instance-là, on va pouvoir vérifier en fait ce qu'on considère être le bon câblage en fait côté chocolaté avec via PowerShell avec des commandes en fait choco parce que rappelez-vous lors du Packer on a installé en fait l'agent chocolaté directement sur cette instance-là. Donc là, ce qu'on va vérifier, on va jouer la petite commande chocolist -hello qui va nous permettre de lister en fait les packages localement installés directement au niveau de l'instance. Donc je retrouve bien effectivement getXML Secret, getCloudBinaries, le WriteLog également, le module Box Starter. On rentrera plus en détail justement sur le module Box Starter dans les prochains épisodes. Si je fais un chocolist tout court, cette fois-ci, je liste la totalité des packages qui potentiellement sont disponibles depuis mon repository de ZS Nugget. Donc là, j'ai un listing complet de tout ce qui est disponible dessus. Vous voyez, on est sur beaucoup plus de packages et il y a des packages qu'on utilisera justement lors des prochains épisodes. Là, on va décider d'installer donc un Notepad++ pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc, on voit qu'il n'y a pas de Notepad++ d'installer sur cette machine. Et on va tout simplement faire un cinst -y Notepad+. Et là, on va avoir effectivement donc le paquet chocolaté qui va s'exécuter. Donc, encore une fois, derrière, c'est que du PowerShell. Première opération, grâce au getXML Secrets, on va venir récupérer justement et le getLogBinaries certains binaires donc, qui sont présents dans le repository S3, notamment l'exécutable en fait qu'on va décider de jouer derrière pour le cadre du setup. Donc là, on a une récupération côté S3. Le fichier zip en question est stocké dans un fichier temporaire côté Windows, sous ces Windows Temp. Une fois que le fichier zip est récupéré, on a un dézippage donc, qui est effectué et l'exécution en fait d'une notepad ++exe qui était effectivement le contenant du fichier zip. Donc là, on a bien eu récupération côté S3, le dézippage derrière et une installation considérée effectivement comme success. Généralement, c'est une fois que le package est créé, on n'a jamais de mauvaise surprise
avoir le package qui ne peut pas se dérouler. Et là, on retrouve effectivement notre Pad++ installé directement sur notre instance. Donc c'est vraiment ce process-là qu'on utilisera lors des prochains épisodes pour vous montrer comment est-ce qu'on envisage de builder à travers d'autres setups applicatifs. Si je rejoue Chocolis de moi Hello, je trouve effectivement mon package listé dans la liste des packages qui sont effectivement disponibles. Voilà. Je rends la main à Romain. Merci Romain pour cette démo. Alors je vais juste essayer de reprendre la main. Voilà. Ok, ben merci Romain pour cette démo. Donc, ce qu'on a vu, je vais peut-être revenir juste rapidement sur le schéma d'architecture de ce qu'on a déployé. Donc, on a déployé toute la stack Amazon, donc AWS avec les fondations, la partie VPC, Subnet privé, public, route table. On a déployé notre première brique d'infrastructure avec cette brique de packaging avec le serveur Nugget. Et on a déployé nos packages sur S3. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans la partie GoToWebinar. Vous avez normalement un petit encart où vous pouvez poser vos questions et on va essayer d'y répondre. Une première question qu'on avait, c'était est-ce que vous allez envoyer le recording de la session? Alors oui, je pense que c'est peut-être plus pour cette question pour la partie démo de la vidéo. Donc oui, en fait, on vous la mettra à disposition. À voir avec Romain si on réenregistre des commentaires dessus avant de vous la mettre à disposition ou si on vous la fournit directement comme ça. Romain, peut-être que tu peux apporter plus de précision. Ouais, je pense que ce qu'on avait aussi envisagé, c'est que la totalité du webinar serait potentiellement disponible en vidéo. Donc il y aura les commentaires directement sur la partie démo qui représente la deuxième partie du webinar, tout simplement. Ok, très bien. Alors, j'ai pas d'autres questions sur le webinar actuellement. Donc, puisqu'on est dans les temps, je pense qu'on va clore le webinar. Juste avant, vous avez un lien qui s'affiche pour vous inscrire aux prochains épisodes. Donc, vous pouvez suivre les épisodes indépendamment des autres. On fera un petit récap à chaque fois des briques qu'on a déployées dans l'épisode précédent et ce qu'on souhaite obtenir au final. Alors, si j'ai une question, est-ce que tous les outils sont gratuits? Alors, Packer et Terraform sont des outils open source, donc ils sont effectivement gratuits. Maintenant, HashiCorp, qui est l'éditeur de ces outils-là, propose une solution enterprise pour Terraform, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose qu'on vient de faire en démo avec les outils gratuits de Packer, de Terraform et également de Chocolaté. Donc c'est entièrement gratuit. Ce qu'il y a derrière, c'est plutôt la logique de script qu'on a développé autour de ça et l'ensemble des packages qu'on a construits à travers le temps et toutes les migrations qu'on a pu faire de workload Microsoft. Ouais. Alors, une toute petite précision par rapport à ça, si je reviens sur Chocolaté, Chocolaté effectivement est un outil gratuit aussi. À noter une chose, Chocolaté, vous avez la possibilité de l'installer à titre personnel sur vos postes où vous avez, je crois, plusieurs centaines de packages qui sont déjà disponibles. Simplement en ayant l'agent Chocolaté installé sur votre poste personnel, vous avez déjà énormément de packages en fait disponibles. Donc nous, on a juste effectivement, comme disait Romain, mis une logique derrière à pouvoir réaliser des setups de type infrastructure Microsoft en fait spécifiques. Voilà. D'ailleurs, on a chez nous des consultants, des anciens Linuxiens qui travaillent sur Windows maintenant, qui déploient leur package personnel sur leur poste de travail à travers Chocolaté. Voilà. Donc, c'est assez rigolo de voir cet outil utilisé assez massivement chez nous sur la partie poste de travail, mais aussi sur la partie enterprise. Ok, très bien. Donc, on a. Je Oui. vois, il y a deux autres questions. On peut peut-être prendre 2-3 minutes. Oui, Il effectivement, je y a juste quelqu'un qui demandait si utilisez-vous du TerraGrunt au-dessus du Terraform. Pas dans le cadre de la démo, mais on peut effectivement avoir la possibilité éventuellement d'avoir du TerraGrunt potentiellement qui serait mis au niveau au-dessus de la couche
Terraform. Dans le cadre de la démo, non, on est resté sans TerraGrund pour le faire. Il y a quelqu'un qui demandait à quoi correspond exactement le S3. Le S3, on aura l'occasion justement dans les prochains épisodes de rentrer un peu plus dans ce niveau de détail de l'utilité vraiment du S3. En fait, sur un package chocolaté, le package chocolaté contient le code que vous allez jouer sur la machine. Le bucket S3 contient potentiellement les binaires que vous allez stocker qui sont utilisés en complément du code pour pouvoir réaliser des setups peut-être d'envergure. Si je prends l'exemple d'un setup SQL, il vous faut plusieurs centaines de mégas, voire quelques gigas en fait de binaires à processer. On les stocke pas directement dans l'instance de ZS Nugget où à terme ça pourrait faire des centaines de gigas sur un volume EBS. Dans le cadre d'optimisation des coûts, c'est plus avantageux de les avoir côté S3 en fait, tout simplement. Et juste pour apporter une petite précision, S3 c'est le service de stockage d'Amazon historique. Et on utilise S3 parce que c'est moins cher en fait que du stockage EBS qu'on aurait pu prendre au niveau de l'instance. Comme on va stocker beaucoup de packages, on a besoin d'un espace de stockage performant et peu coûteux. Du coup, on va utiliser S3 pour cette raison. Voilà. Il y avait une dernière question. Pourrait très bien utiliser SSM pour le déploiement des packages plutôt que du chocolaté. On pourrait, sauf que nous, quand on a commencé à coder en fait toute cette brique en fait chocolatée, on était effectivement sur à l'époque on n'avait pas de côté système manager toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. Faut savoir que ça fait déjà plusieurs années en fait qu'on a codé effectivement cette usine, on va dire entre guillemets, et notamment ces fondations avec un 2IS Nugget et l'aspect chocolaté. L'avantage aussi, c'est que, comme l'a dit Romain au tout début, Terraform est multi-cloud, multi-provider, chocolaté aussi. C'est-à-dire qu'on utilise aussi, nous, chocolaté sur notre on-prem, ce qui nous permet d'avoir un mode hybride on-prem AWS qui ne se réfère qu'effectivement à du chocolaté. System Manager me permet bien évidemment d'avoir des machines que je vais gérer côté on-prem. Maintenant, si j'envisage d'avoir un autre provider autre de type cloud qui serait autre qu'AWS, là, ça pourrait effectivement être un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que Chocolaté, pour nous, est un point de convergence open source qui nous permet effectivement d'avoir ces types de déploiements-là, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je ne vois pas d'autres questions. Ok, ben, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. La vidéo de démo était un petit peu dense, effectivement, je vois cette remarque dans les questions. On est un petit peu limité par le temps, on a essayé de balayer un petit peu les différents outils qu'on va utiliser. Dans les prochains épisodes, on aura le temps de se focuser un petit peu plus spécifiquement sur les autres briques qu'on va déployer. Donc voilà, ne manquez pas les prochains épisodes, ça promet des belles démos techniques encore. Merci Christopher, merci Romain et bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir.